je voulais vous parler du revenu, mais sous un angle un peu différencié de ce que vous entendez a priori habituellement. Quand on parle du revenu du dirigeant propriétaire, le gérer, l'anticiper, voire le sécuriser, l'immense majorité des conseils vont avoir, ils ont raison, hein, c'est tout à fait, c'est parfait de le faire comme ça, ils vont avoir un spectre d'analyse qui va être technique, qui va notamment être lié à la rentabilité des opérations. Moi, je voulais vous en parler sous un angle qui n'est pas technique, mais qui est d'usage. Parce que je pense que la rentabilité du revenu du dirigeant propriétaire est une cerise qu'on met sur un gâteau qui s'appelle l'usage. J'ai plus que 9 minutes. Oui, on est encore en train de réfléchir à la source de la phrase. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, en même temps que je l'ai dit, je me dis, mais j'ai plus que 9 minutes pour qu'ils comprennent ce que je leur raconte. On fait, si vous voulez, nous, on rencontre des chefs d'entreprise toute la journée, hein, qui sont des dirigeants de petites et moyennes structures, SAS, SARL généralement, et on fait des constats. Hein. Donc les constats, c'est qu'il y a du revenu, il y a du patrimoine, j'avais plein de choses à vous dire là-dessus, hein, qui sont super intéressantes, on le fera une autre fois. Et donc il y a du revenu qui est important en volume et en nature. Vous avez accès à beaucoup plus de nature potentiellement de revenus que moi qui suis salarié d'H2R La Mondiale, vous voyez. Il y a des patrimoines qui sont importants en volume, mais aussi en nature. Vous avez juste une masse patrimoniale de plus que les autres. On va quand même le regarder rapidement après. Mais vous avez aussi une masse de travail qui est importante. Hein. D'ailleurs, quand je dis qu'il y a des revenus importants, chez les chefs d'entreprise, c'est une réalité. J'enfonce des portes ouvertes. Mais ramener au taux horaire, c'est peut-être moins que ça quand même. Hein. Personne ne fait ce calcul. Hein. On ne raisonne pas en taux horaire. Hein. Création de valeur pour vous, pour les autres. Vous créez de la valeur quand vous développez une entreprise, c'est évident. Mais vous la créez pour vous. Vous la créez pour aussi, il y a vous, il y a votre famille, vous la créez bien entendu aussi pour vos salariés, vous créez de la valeur pour la communauté, vous payez de l'IS via votre structure, vous déclenchez du revenu qui sont imposables. J'ai envie de vous dire merci en fait, hein, si je m'arrête là, je... Et selon moi, appréhender la stratégie de déclenchement d'un revenu de ma société doit s'analyser en ayant bien compris et bien fait la distinction flux-stock, qui, à mon sens, est le socle de toute stratégie patrimoniale. Alors, je vais être un peu plus clair. Je vais juste lire là parce qu'on n'a pas le temps. Votre patrimoine, je vais vous le dire comme ça, votre patrimoine, il ne sert à rien. Ou plus exactement, il n'a qu'une seule utilité. Votre patrimoine, il vous sert à générer du revenu. Parce que votre vie dépend du revenu, exclusivement du revenu. Donc le patrimoine est un outil pour générer le revenu qui va conditionner votre vie et celle de vos proches. J'enfonce une porte ouverte. Mais tout part de là. Et ça, c'est de l'usage. D'accord ? Patrimoine est un stock, c'est bien, mais qui reste un outil. Donc on est dans cette situation-là, celle du dirigeant propriétaire. Quand je dis que vous avez un patrimoine élargi, c'est parce que vous avez une masse de plus que les autres. Vous avez un patrimoine professionnel. Patrimoine professionnel, c'est les titres de la société, éventuellement l'immobilier s'il est au bilan. S'il n'est pas au bilan, il est là. Hein. Fiscalement, c'est du patrimoine pro, mais patrimonialement, il est ici. Et vous avez une troisième masse, patrimoine social, qui, parfois, peut être la plus importante, notamment quand on est au début de sa vie d'entrepreneur. Le patrimoine social, c'est un droit à revenu qui a une particularité, c'est qu'il se déclenche s'il se produit un risque de la vie. On a parlé de prévoyance, on retrouve ces notions-là. C'est beaucoup d'argent. Je vous donne juste un exemple, un chiffre. 2800 € de retraite, c'est 1 million d'euros de patrimoine social. 2800 € de retraite, c'est un flux mensuel. Mais qu'on perçoit à vie. Hein. L'espérance de vie moyenne à la retraite en France, c'est 27 ans. Hop, il y a de la réversion, il y a de la revalorisation. C'était un sujet récemment. Bon. Donc, vous avez bien trois masses. Et tout ceci génère bien entendu des flux de revenus. Ici, vous allez arbitrer sur la nature du revenu que vous allez tirer de votre patrimoine professionnel en fonction des lois de finances. En fonction des lois de finances et des lois de financement de sécurité sociale. Sinon, c'est trop facile. Parce que le flux ici va systématiquement subir deux types de prélèvements, le prélèvement fiscal et social. Et c'est bien ça qui guide vos choix. Mais est-ce que c'est la bonne stratégie ? Peut-être pas. Parce que si on raisonne jusqu'au bout comme ça, moi je vais vous dire le meilleur moyen de ne pas se faire assassiner fiscalement et socialement sur un flux, c'est de tout laisser dans la boîte. Hein. Vous voyez ?
Donc le train de vie du foyer, il est là, et évidemment, dans ce schéma, dès qu'on bouge, que ce soit verticalement ou horizontalement, on est sur le fait générateur d'un prélèvement. C'est marqué fiscalité, ça devrait être marqué fiscalité et prélèvements sociaux, voire charge sociale. Alors ici, on va se dire la rémunération, c'est bien, mais c'est chargé socialement, donc forcément, quand je paye des charges sociales, ça coûte très très cher. Je préfère à la limite passer par le dividende, surtout si je suis en SAS, parce que là, je vais payer 17,2 de prélèvements sociaux. N'oubliez pas juste une chose, hein, c'est que pour payer du dividende, il faut payer de l'IS. Alors votre rémunération, elle est déductible, l'IS. N'oubliez pas une deuxième chose, les prélèvements sociaux, les 17,2, ils vous génèrent 0 droit derrière, alors que les charges sociales vous créent des droits. Des droits ici. Donc, il y a de la rémunération différée dedans. Vous voyez? C'est pas simple, hein, tout ça. Mon propos, par rapport à cette complexité, c'est de vous dire, la plupart du temps, quand on vous conseille, nous, assureurs les premiers, hein, on vous conseille sous l'angle de la rentabilité. Alors, à chaque fois qu'il y a une loi de finances ou loi de financement de sécurité sociale, on fait des modélisations hyper complexes, etc. Et puis, on vient vous voir, on vous dit, voilà, cette année, il faut prendre plutôt tant de dividendes, tant de rémunération, etc. Ça vous fait tel impact sur la retraite. Ouais, mais il faut raisonner usage. Donc, puisqu'il ne me reste plus que 3 minutes, je ne vais pas vous parler de ça. Je vais peut-être vous parler juste de ça. La retraite, qui est aussi comment dire, une partie du revenu, et qui est un immense problème. Un problème, c'est un mauvais mot. C'est un immense enjeu. Je vous explique. Vous êtes a priori tous, au moment où on se parle, dans cette situation-là. Quand vous allez transmettre votre outil de travail, en admettant que vous le vendiez, parce qu'on vient de voir, notamment avec les dispositifs du trade qui sont extrêmement intéressants, si vous faites une transmission intrafamiliale, vous pouvez choisir de ne pas le vendre. Si vous le vendez, une grosse animation, là, je vous préviens, vous allez donc vous dessaisir de cette masse-là, donc perdre les rémunérations que vous en tirez, mais vous allez, après fiscalité, réintégrer tout en patrimoine privé, et donc commencer à, sans les mains, hein, commencer à tirer du revenu un petit peu plus de façon conséquente sur votre patrimoine privé. Et dans un laps de temps qui va être concomitant ou décorrélé, hein, ça dépend des situations, ça dépend de l'âge que vous avez. Si vous avez atteint la borne d'âge légal d'ouverture de vos droits à retraite, vous allez prendre des droits à retraite, donc valoriser votre patrimoine social. Elle est sympa, ma petite animation, mais elle montre au moins une chose, c'est que le fait de transmettre son entreprise quand on est en fin de carrière, c'est un big bang patrimonial et c'est souvent l'acte patrimonial le plus important de toute votre vie. Pourquoi? Parce que vous avez une masse qui disparaît totalement, vous avez une masse qu'il faut restructurer au moins en partie, et vous avez une masse qui, bien souvent, il va falloir valoriser pour la première fois. Tout change, mais tout change. Et ce que l'on voit, nous, assureurs, dans notre approche transmission d'entreprise, c'est que le principal problème, je vais terminer par ça, c'est pas forcément un problème de montant à la retraite. C'est un problème d'adéquation, c'est pour ça que je vous parle d'usage. C'est un problème d'adéquation entre la ressource disponible et la réalité du besoin. Allez, puisque j'aime bien les animations, vous avez compris, je vous le refais sans les mains. Partons du principe que ça c'est un besoin, c'est marqué euro, hein. Admettons un besoin de revenu, un train de vie. Il n'y a pas de chiffre hein, dans mon truc, un train de vie, d'accord? Ici, vous avez l'âge qui avance jusqu'à la fin de la vie. Admettons que vous êtes chef d'entreprise, vous avez un train de vie actuellement en situation d'activité qui est ici. Quand vous allez partir à la retraite, nous on le voit, hein, parce qu'on suit les gens jusqu'à la fin de la vie, quand vous allez partir à la retraite, votre besoin de ressources va changer. Et contrairement à ce que pensent tous les entrepreneurs qu'on rencontre, je dis ça de façon un peu directe, mais c'est un schéma global, quand ils ont 40-45 ans, ça ne va pas baisser. Ça va monter. Ils ont du temps. Le temps, c'est de l'argent. Les balades dans la forêt, c'est sympa, mais on fait autre chose aussi. Donc en fait, il va y avoir un trend de dépenses, donc un besoin de revenus assez important pendant quelques temps. Au fur et à mesure que j'avance en âge, ça va baisser, jusqu'à malgré tout atteindre un point incompressible. Et puis en âge avancé, j'ai une problématique qui s'appelle la dépendance, qui est un choc patrimonial assez important parce que ça coûte énormément d'argent, mais ça ne dure pas très longtemps non plus. Donc à ce stade-là de mes pointillés, ouais, ça dépend. Donc ici, là, il y a quelqu'un qui disparaît. Et vous voyez, même quand il y a quelqu'un qui disparaît, il peut y avoir de façon résiduelle un besoin de revenus parce qu'il y a un conjoint survivant. Donc c'est un petit peu schématique, mais c'est quand même un petit peu la vraie vie. Et c'est là où c'est intéressant. Parce que, vous voyez, on est un peu sur une sinusoïdale. C'est jamais flat. Quelle est la réponse de l'État par rapport à ça? En droit français, on nous calcule les retraites une fois. Tu as le droit à temps, c'est à vie, c'est garanti par l'État.
mais ça ne bougera jamais. Quelle est la réponse de l'assureur par rapport à ça? Même chose, c'est flat. 83, PERP, Madelin, tout ça, ça génère de la rente dont le montant est certes garanti à vie, mais c'est exactement le même montant. Donc, vous commencez à sentir le problème, il va y avoir une décorrélation entre la réalité des revenus et la réalité des besoins. Les gens ont souvent des revenus fonciers, issus du patrimoine privé, qui existent alors qu'on est en activité professionnelle. Ici, on matérialise une fin d'emprunt, en général, ça vient avant. Hein. Que je détienne en direct, ou via SCI, IS, IR, peu importe. Et puis, quand je suis en situation d'activité professionnelle, je tire du revenu, que ce soit du revenu du travail, du capital, peu importe, sur ma société pour combler mon besoin de revenus. Quand je vais arriver à la retraite, je vais perdre mes revenus professionnels, je vais liquider mes retraites, c'est le même montant, hein, c'est un Tetris. Donc hop, ça s'ajoute, et puis je vais ajouter les retraites privées que j'ai capitalisées avec mon assureur préféré. Donc, je génère du flux de revenus. Je travaille les montants. Et puis, comme il m'en manque encore un peu, je vais travailler, parce que je restructure mon patrimoine privé, je vais travailler sur de la rente privée, qui n'est pas de la retraite. Alors, les rentes privées, c'est je génère de la rente issue de mon patrimoine existant. Je vous donne 2 exemples. J'ai un PEA, je le sors en rente. Rente défiscalisée, c'est intéressant le PEA pour ça, par exemple. Je sais pas moi, j'ai un capital, je veux augmenter mes revenus garantis à vie, je fais de la rente viagère immédiate. J'achète en viager, enfin, il y a plein de possibilités de générer des rentes privées. Mais j'ai toujours un problème. Et là, je suis à fond dans l'organisation de mon patrimoine. Donc, j'ai notamment un problème ici et là. Donc, qu'est-ce que je vais devoir faire pour faire face à cette réalité-là? Eh bien, je vais devoir aller puiser dans mon stock. Là, cette fois, le stock est là. Mon stock d'épargne disponible. Or, vous venez de vendre votre boîte. Après fiscalité. Mais dans un régime de faveur, peut-être. Donc, il vous reste une certaine volumétrie. Ce que je vous montre ici, c'est notre modèle d'approche transmission d'entreprise. Mais qui est en fait un modèle d'analyse patrimoniale qui repose sur le besoin, sur l'usage. Vous voyez? Et donc, je vais aller tirer le revenu dont j'ai besoin dans mon stock de patrimoine. Ça peut être de l'assurance vie, de la CAPI ou d'autres dispositifs, d'autres outils patrimoniaux. Et puis, j'arrive en fin de vie. S'il m'en reste et que je peux transmettre ça à mes ayants droit en franchise de droit, la vie est belle. Voilà. J'avais dit 10 minutes, hein, je fais 12, mais bon, voilà. Donc, je voulais juste terminer par ce slide-là, parce que c'était un slide qui, normalement, voilà, que retenir. Bon, au bout de 45 minutes, ça a du sens, au bout de 10 minutes, un peu moins, mais quand même, le flux, c'est la vie. D'un point de vue patrimonial, le flux, c'est la vie. Le flux, c'est la vie sur plein de points de vue, d'ailleurs. Hein. S'il n'y avait pas le Gulf Stream, ce ne serait pas tempéré chez nous. On a tous un flux sanguin. Enfin, je peux vous en faire beaucoup. Hein. Les flux économiques, on le voit avec la petite guéguerre en ce moment sur les 2 gros pôles mondiaux, ça sclérose un peu les choses. Si on est tous vivants ici, c'est parce qu'il y a eu un flux à un moment donné. Enfin, je peux vous en faire plein. Capitaliser, c'est-à-dire constituer du stock de patrimoine, c'est extrêmement important parce que c'est ça la base de vos futurs revenus. Mais ce que l'on constate, ça c'est un constat que je fais avec vous, hein, ce que l'on constate chez beaucoup de chefs d'entreprise, c'est que le réflexe c'est d'aller capitaliser. Si possible dans des comment dire, je ne vais pas vous parler de sous-jacent, je vais vous parler de façon de le faire, si possible dans des cadres fiscaux privilégiés. C'est bien parce que ça sécurise d'avoir un gros patrimoine, mais c'est dépenser qui rend heureux. Parce que votre vie dépend de votre niveau de dépense. C'est bon pour l'économie, ce que je vous dis. Hein. Donc le patrimoine est un outil au service de vos projets de vie. Une des premières questions que l'on pose aux gens quand on les rencontre, c'est racontez-moi la vie qui est la vôtre aujourd'hui et racontez-moi la vie que vous avez envie de vivre demain. Tout le reste découle de cette réponse. Tout le reste. Tout le reste, c'est de la cuisine. De haute volée peut-être, mais c'est de la cuisine. Et surtout, organisez votre patrimoine pour qu'il soit en mesure de vous générer le montant de revenus dont vous avez besoin, certes, mais surtout au moment où vous en avez besoin. Et ça, ce n'est pas une mince affaire. Voilà, je vous remercie.